Mesdames et messieurs, bonjour. Le dimanche 15 février dernier, coup de tonnerre à Kinshasa. La République démocratique du Congo a annoncé qu'elle renonçait à l'aide des Nations Unies dans son offensive annoncée contre les rebelles hutus rwandais dans l'est du pays après que l'ONU eut indiqué avoir cessé son soutien à cette opération. L'annonce a été faite par le président Joseph Kabila en personne lors d'une réunion avec les ambassadeurs de plusieurs pays en RDC et Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Le président Kabila a tenu à rappeler que la République démocratique du Congo était un État souverain. À l'origine de cette position, la demande de l'ONU et le refus de Kinshasa de relever de leurs fonctions deux généraux fraîchement nommés et avec lesquels la MONUSCO dit ne pas pouvoir travailler. L'ONU les accuse de s'être rendus coupables par le passé de graves violations de droits de l'homme, mais n'a jamais voulu dire publiquement ce qu'elle leur reprochait exactement. Que cache alors ce refus du président Kabila? L'ONU est-elle en droit de faire cette demande à un État souverain? Quelles répercussions cette position de Kinshasa peut-elle avoir sur les futures relations entre la RDC et les Nations Unies? Cette situation n'ouvre-t-elle pas un boulevard au président Joseph Kabila pour poursuivre sa tentative de maintien au pouvoir? Autant d'interrogations que nous aborderons dans ce nouveau numéro de votre magazine Sika Infomag, votre rendez-vous consacré à l'analyse de l'actualité dans le monde et sur le continent africain. Mais avant de lancer le débat avec nos invités, je vous propose de suivre le flash d'information. En Haïti, le carnaval de Port-au-Prince a été endeuillé dans la nuit du lundi à mardi par la mort de 16 personnes électrocutées par un câble électrique au passage d'un char du défilé. Plusieurs milliers de personnes, dont le président Michel Martelly, ont pris la tête d'un défilé silencieux pour rendre hommage aux victimes. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a dans une nouvelle vidéo promis d'empêcher la tenue des élections du 28 mars. Pendant ce temps, 2 attentats suicides dans le nord-est du pays ont fait une quarantaine de morts. Cette nouvelle vidéo a été diffusée sur Twitter. Changement de tactique dans la communication de Boko Haram. Pendant ce temps, au Niger, des milliers de personnes ont manifesté ce mardi contre Boko Haram, dont les assauts ne semblent pas faiblir malgré la mobilisation régionale. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram, a déclaré le président Mahamadou Issoufou devant les manifestants. L'opposition nigérienne n'a pas participé à cette marche. Retour sur le plateau de Sika Infomag pour notre débat du jour qui porte sur la décision du président Joseph Kabila de renoncer à l'aide de l'ONU dans la guerre contre les rebelles hutus de FDLR. Nous y reviendrons juste après ce générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet qui nous intéresse dans ce numéro de Sika Infomag, j'ai sur ce plateau Madame Nyamou Dandi. Elle est professeure agrégée de droit international à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Professeur Nyamou Dandi, bonjour. Bonjour. Et j'ai également sur ce plateau Emmanuel Crépi, il est journaliste à Sika TV. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors ma première question s'adresse à vous, professeur. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette décision du président congolais, le président Joseph Kabila, qui dit renoncer à l'aide de l'ONU alors que la MONUSCO est présente en RDC depuis bientôt 20 ans? Il y a certainement deux façons d'interpréter ce refus, en tout cas deux principales raisons. La première, c'est d'abord un sursaut de souveraineté de la part du président congolais qui, évidemment, ne veut pas se départir de 2 de ses généraux. Il s'agit bien du général Mandevou et du général Sibakwe et Fall. Donc, c'est d'abord ça, un élément de sursaut, de dire, voilà, je veux mener les actions de mon État comme je le pense. Ensuite, il faut voir que la mise en place de la MONUSCO avait 2 branches. La première branche, c'était la sécurisation des activités militaires au niveau du Sud Kivu et dans la province orientale. Et que étaient visées, après l'écrasement du M23, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Or, aujourd'hui, ces forces sont plus ou moins réduites. Et il y a toujours une distorsion de point de vue entre le président Kabila et son voisin rwandais. Et donc, ça peut être
une façon de montrer un repli tactique, de dire qu'il est en capacité de mener à bien cette lutte contre le FDLR. Oui, mais pour un pays qui pendant longtemps a été au biberon, si je peux m'exprimer ainsi, pourquoi est-ce que c'est maintenant que le président Kabila pense qu'il faille s'opposer à cette décision des Nations Unies? Pendant longtemps, la RDC a subi la décision des Nations Unies. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la RDC, c'est un grand territoire avec plus de 60 millions d'habitants. Donc, de plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est pas facile à gérer. Et avec beaucoup de soubresauts qui ont amené, dès les premières années de l'indépendance de la République démocratique du Congo, à ce que l'Organisation des Nations Unies soit présente avec déjà l'affaire du Katanga. Et donc, au fil du temps, on peut dire que l'imposition, la mise en place des opérations de maintien de la paix sur le territoire congolais répond d'abord et avant tout à la nécessité d'arriver en appui à l'État congolais. Jusque-là, l'imposition de la paix ne s'est pas faite en dehors de l'accord de cet État-là. À partir de ce moment-là, il était normal que les Nations Unies demandent. Ce n'est qu'une demande, ce n'est pas une imposition. Oui, demande ce retrait. Il y a eu une menace. Les Nations Unies avaient donné un ultimatum jusqu'au 13 février. Si ces généraux n'étaient pas relevés, alors elles allaient aussi renoncer à leur intervention auprès de la RDC. Donc c'était un bras de fer, en fait. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est un sursaut en même temps. Le bras de fer, l'ONU se pose dans une situation où le Congo, la RDC, lui a demandé de venir l'aider à assurer une certaine stabilité sur son territoire. Et donc, la communauté internationale apporte son soutien dans ce cadre-là. Mais cela répond à certains critères. Aujourd'hui, 2 généraux sont manifestement accusés, en tout cas soupçonnés fortement de violation des droits de l'homme. Dans les modalités de fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, des opérations de maintien de la paix, ce n'est plus accepté. C'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies considère que pour son image, elle ne peut pas laisser ces opérations être dirigées par ces personnes-là. Alors elle dit, si vous voulez que je continue à être présent sur votre territoire, il faut que vous enleviez ces 2 personnes. Si vous ne les enlevez pas, c'est parce que vous considérez que vous êtes en capacité de le faire vous-même. Donc, j'abandonne le côté appui militaire, logistique sur place et je resterai uniquement sur la question des élections, du soutien aux élections démocratiques. Emmanuel Crépy, alors dites-moi, selon vous, est-ce que cette décision de la RDC était prévisible? Laissez-moi d'abord dire que je ne sais pas si c'est ce que la professeure appelle un sursaut de souveraineté, mais moi j'appelle la chose un sursaut d'orgueil, une crise d'orgueil de la part du président Kabila. Parce que, ne l'oublions pas, le président Kabila a réuni le corps diplomatique le dimanche. Mais il faut souligner que le samedi déjà, depuis New York, un haut responsable des Nations Unies a déjà fait savoir que la MONUSCO a mis fin à son soutien aux forces armées congolaises. Et je crois que le président Kabila a essayé un peu de rattraper le coup en faisant croire à tout le monde, à la communauté internationale, que c'est lui qui a refusé, puisque l'ultimatum, c'était pour le 13 février. L'ultimatum est passé. Il fallait que la MONUSCO retire son aide, son soutien à l'offensive anti-FDLR, ce qui, le samedi, a été annoncé depuis New York. Mais il a fallu que le président Kabila monte au créneau le dimanche pour faire savoir qu'il n'a plus besoin aujourd'hui de l'aide de la MONUSCO pour désarmer les FDLR. Pour moi, c'est un sursaut, une crise d'orgueil. En même temps, il faut souligner que ce n'est pas la première fois que l'armée congolaise a voulu aller au front seul face au FDLR. Déjà le 29 janvier dernier, l'armée congolaise a fait savoir sa volonté
de combattre seuls les FDLR. Et ça fait longtemps... Les résultats sur le terrain, ils n'ont pas pu... Rien n'a été fait jusque-là. Ils n'ont pas évolué, rien n'a été fait. Quelque part, la RDC a besoin des Nations Unies. Quelque part, la RDC a besoin des Nations Unies. La RDC a eu besoin de la MONUSCO pour combattre les M23. La professeure l'a dit tout à l'heure. La RDC a toujours eu besoin de la MONUSCO pour... détruire les forces armées qui commettent des exactions dans le nord, dans le sud Kivu. La RDC aujourd'hui a besoin de la MONUSCO pour combattre, pour désarmer les FDLR. Maintenant, ce que le président Kabila oublie, c'est que la RDC a accepté la présence de la MONUSCO sur son territoire, du mandat de la MONUSCO sur son territoire, ce qui le chemin d'un problème de droit, parce que dans ce cadre, il voit la souveraineté de la RDC être restreinte par le chapitre 7, de la charte onusienne. Aujourd'hui, la MONUSCO a le mandat d'agir sur le territoire congolais quand il le peut, comme son mandat l'oblige à le faire. Alors, je vais rebondir justement sur ce chapitre, professeur Nyamou-Dandi. Alors, au regard donc de ce chapitre qui donne le droit à la MONUSCO d'intervenir sur le territoire congolais, quelles pourront être les futures relations entre la RDC et la MONUSCO avec cette crise qui vient de naître? Comment est-ce que, sur le terrain, le président Kabila va collaborer désormais avec la MONUSCO? Comment cela peut-il avoir lieu sur le terrain? Alors, la prise en compte du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, menace en cas de paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, implique en réalité que l'État qui est visé soit soumis aux décisions que le Conseil de sécurité a prises. En l'espèce, c'est l'Organisation des Nations Unies elle-même qui dit « Moi, si vous gardez vos 2 personnes, je retire mon aide. » Donc, il n'y a pas, à part le bras de fer qui s'est tenu, il n'y a pas d'autres conséquences que la réticence qu'aura désormais la communauté internationale à agir, à accompagner la RDC. Donc cela aura des répercussions aussi sur le plan économique, sur tous les autres plans. Pour le moment, la communauté internationale, en tout cas l'Organisation des Nations Unies, n'est pas allée sur le terrain des conséquences économiques, des sanctions économiques. Elle n'est pas allée sur ce terrain-là. Les sanctions qui existaient étaient des sanctions dites ciblées, les smart sanctions, donc qui ciblaient certaines personnes spécifiquement et la façon dont on va gérer les minerais les plus importants. Mais sinon, la poursuite des relations, évidemment, elle sera entachée par le fait que le président Kabila se présente du coup comme quelqu'un qui veut protéger des personnes. Voilà. Non, ce n'est pas tellement les intérêts nationaux, parce que là, on est sur une question de principe au cœur de l'Organisation des Nations Unies. Oui, mais ce qui est bizarre, professeur, jusqu'ici, les Nations Unies n'arrivent pas à dire ce qu'elles reprochent concrètement aux 2 généraux en question. On parle de violation des droits de l'homme, mais sans donner plus de détails. C'est déjà important de parler des violations graves des droits de l'homme. Donc il suffit que les Nations Unies disent par exemple qu'un président est responsable de violation des droits de l'homme, donc on va demander qu'il parte. Non, en fait, on est dans l'image de l'organisation. Nous passons notre temps à apporter des critiques acerbes contre l'organisation au motif qu'elle ne se comporte pas comme il faut, qu'elle envoie sur le terrain des personnes qui représentent l'organisation alors que ces personnes ne sont pas des personnes intègres. Donc, ne serait-ce que pour l'image. Là, on est sur l'image et le travail autour de l'Organisation des Nations Unies. Le fait de dire ces personnes sont soupçonnées ne veut pas dire que ces personnes sont directement condamnées. Mais ne pas laisser faire une enquête internationale et reconnaître la responsabilité de ceux-là avant de demander leur démission. Vous savez, c'est comme la justice. La justice, c'est celle que vous rendez et c'est aussi l'image que vous en donnez. Or, si vous donnez l'image que les personnes qui viennent régler les conflits sont des personnes qui sont déjà soupçonnées fortement d'avoir trempé, d'avoir eu des actes répréhensibles
devant la communauté internationale, vous ne pouvez pas continuer de les garder. Il s'agit d'abord et avant tout de respecter le cœur même du travail de l'Organisation des Nations Unies, la protection de la personne humaine. Donc, je crois qu'il faut vraiment déplacer le débat, non pas parce que l'organisation veut imposer des choses, mais simplement parce que, en l'espèce, c'est l'image des personnes qui sont censées imposer la paix. Et ces personnes, je vais peut-être terminer là-dessus, très rapidement, ces personnes doivent être des personnes impartiales. La MONUSCO est censée aujourd'hui fonctionner en tenant compte des éléments de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui en principe est composée de personnes neutres dans le conflit. Or, l'organisation ne me le dit pas, mais la situation de ces deux généraux vis-à-vis du FDLR n'est pas une situation ni impartiale, ni neutre. Merci professeur Nyamoudandi, merci Emmanuel Crépy. Nous sommes pratiquement à la fin de notre premier quart consacré à l'analyse de l'actualité. Prenez le rendez-vous pour le deuxième quart. Vous êtes toujours sur Sika TV, vous suivez actuellement Sika Infomag. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré à l'économie. Je vous propose de suivre à présent le journal de l'économie. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Les États-Unis plus flexibles vis-à-vis du Soudan dans le domaine des télécommunications. Washington vient d'assouplir ses sanctions contre Khartoum. Le tourisme ivoirien en plein essor. Il a enregistré un taux moyen de croissance de 43% en 2014. Enfin, l'Union s'est engagée dans une course contre la montre pour faire plier Athènes et trouver une issue à la crise grecque. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Le nombre de smartphones sur le continent africain devrait doubler d'ici à 2017 pour dépasser les 350 millions d'appareils connectés. Selon une étude sur les tendances 2015 des technologies, médias et télécommunications en Afrique publiée le 16 février dernier, 2015 verra l'accélération des ventes de smartphones sur le continent africain. Si le taux de pénétration des smartphones en Afrique est aux alentours de 15%, ce marché devrait connaître une forte progression durant les prochaines années grâce à l'émergence des smartphones low cost au contexte de croissance économique favorable et à la réduction des prix de connectivité. Le marché du smartphone va connaître une croissance de plus de 40% en 2015 avec 70 millions de smartphones qui seront vendus donc sur le continent africain. Une autre information dans ce journal, les États-Unis ont assoupli mardi les sanctions contre Khartoum. Ils ont autorisé l'exportation vers ce pays des terminaux et de logiciels de communication. Ceci permettrait aux Soudanais d'accéder plus aisément à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut dire que depuis plusieurs années, les États-Unis imposent au Soudan des sanctions économiques qui restreignent le commerce et les investissements américains au Soudan. Début février 2015, des responsables gouvernementaux soudanais ont toutefois été reçus au département d'État américain. Un taux de croissance moyen de 43% entre 2011 et 2014, des investissements en milliards de francs CFA. Le tourisme ivoirien semble avoir pris de l'envol. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, ce sont 470 869 touristes internationaux qui ont été enregistrés à la fin de l'année 2014. Il n'était que 269 000 en 2011 et 380 000 en 2013. De fait, le tourisme apparaît comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux en Côte d'Ivoire.
Nous passons à l'actualité économique hors du continent africain. Les Européens étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour trouver une solution à la crise grecque et éviter par la même occasion une sortie du pays de l'euro au lendemain d'un nouvel échec des négociations assorti d'un ultimatum à Athènes. Le temps presse et le risque d'une éventuelle sortie de la Grèce de l'euro se précise de plus en plus. C'est un moment critique pour la Grèce et la zone euro. Les marchés financiers commençaient à s'inquiéter mardi matin de ce nouvel échec qui ravive les craintes d'une sortie désordonnée de la Grèce de la zone euro. Pour certains analystes, le risque d'un tel scénario est désormais de 50%. Les taux d'emprunt de la Grèce sont repassés au-dessus des 10% dans la matinée du mardi et la bourse d'Athènes perdait moins de 1% peu après 10 heures GMT, après avoir chuté de plus de 4% à l'ouverture. En moins d'une semaine, les négociations entre Athènes et la zone euro ont tourné court à 2 reprises. L'enjeu était à chaque fois de trouver comment la Grèce va se financer à court terme, alors que son programme d'aide prend fin le 28 février et qu'elle ne peut se financer seule sur le marché ou seulement au compte-gouttes et à des taux prohibitifs. Sans programme de ses créanciers, notamment l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, la Grèce ne pourra plus bénéficier d'aides vitales pour ses banques, accordées par la Banque de Grèce, mais qui doivent nécessairement être approuvées par la Banque centrale européenne. Rendons-nous maintenant au Venezuela, un pays ravagé par une grave crise économique et où faire la queue est devenu nécessaire pour acheter le moindre petit produit. Alors, de nombreux Vénézuéliens font des réserves de peur que le plus dur soit à venir. Quand cette habitante de Caracas a découvert qu'elle était enceinte, l'un de ses premiers réflexes a été de se rendre au supermarché. Car au Venezuela, pays en proie à de graves pénuries, même les couches deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Alors depuis 8 mois, la jeune femme entasse toutes sortes de produits pour bébés. J'ai acheté ou j'ai demandé à d'autres personnes d'acheter pour moi des médicaments pour bébé. Parce que plusieurs de mes amies qui ont accouché récemment m'ont dit qu'elles commencent aussi à manquer de médicaments. Donc même pour une simple grippe, elles n'ont pas de quoi faire baisser la fièvre du bébé et ça peut être vraiment dangereux. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro, souffre aujourd'hui de l'effondrement du cours du pétrole et d'une pénurie d'espèces qui limite les importations et fait s'envoler les prix. L'inflation a atteint un taux record de 64% l'année dernière. Alors faire la queue pendant des heures sans savoir ce qui sera en vente est devenu le quotidien de beaucoup de Vénézuéliens. On fait des réserves de nourriture, de médicaments ou de produits d'hygiène. Quand un citoyen doit faire la queue longtemps, aller d'un endroit à l'autre et dépenser beaucoup d'énergie pour trouver un produit dont sa famille a besoin, quand enfin il arrive au rayon où se trouve le produit et qu'il l'achète, c'est très naturel qu'il tente d'acheter autre chose. Mais même ceux qui prennent leurs précautions se trouvent parfois à court, comme cette mère de 3 enfants qui a bien failli manquer de lait récemment. Pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de lait pour les enfants. Alors que j'étais sur le point de terminer la dernière bouteille, je suis arrivée au supermarché et ils en vendaient 4 par personne. Donc j'en ai pris 4, mon mari aussi, et comme ma belle-sœur n'en trouvait pas non plus, on a fait des échanges. Face à la situation qui ne cesse de s'aggraver, le gouvernement évoque une guerre économique menée par ses opposants. La semaine dernière, l'État a pris le contrôle d'une chaîne de supermarchés privés qui l'accuse de cacher des produits pour déstabiliser le pays. Abordons maintenant la deuxième partie de ce journal de l'économie. Voici notre invité du jour. Madame Soléat Douropendou, ravie de vous retrouver encore ce matin sur Sika TV. Bienvenue à vous. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du marché boursier, plus précisément du carnet d'ordre. Qu'est-ce que c'est? Un carnet d'ordre indique non seulement les cours, les quantités demandées et offertes sur le marché boursier, mais aussi les derniers échanges réalisés avec l'heure exacte des transactions. Et vous allez certainement me demander de quoi je parle en parlant de quantité demandée. Bien sûr. La quantité demandée, c'est pour parler du besoin des investisseurs en termes d'achat.
Alors, quelle est l'utilité du carnet d'adresse, du carnet d'ordre, voilà? Le carnet d'ordre est au cœur du fonctionnement du marché financier et il est primordial dans le cas du marché d'agence, c'est-à-dire le marché dirigé par les ordres. Un marché dont le fonctionnement est basé sur les ordres que les investisseurs passent. Et donc, la liquidité de ce marché-là provient du carnet d'ordre. Et il est donc important pour tout investisseur, avant de se positionner sur le marché, afin de se positionner avec précision sur le marché, de consulter ce carnet d'ordre-là. Et cela lui éviterait les risques de non-exécution d'ordre, des risques d'ordre fractionné ou soit d'exécution d'ordre au mauvais prix. Et quand je parle d'ordre fractionné, je donne un exemple. Supposons l'investisseur a besoin de 1000 actions. Et donc, sur le marché, il voit un prix, il trouve le prix intéressant. Je suppose que c'est peut-être $500 l'action. Et il décide de passer l'ordre. Achetez-moi, à son courtier évidemment, achetez 1000 actions. 1000 actions. Voilà, achetez 1000 actions à $500 l'unité. Mais le problème, c'est que celui qui veut vendre les actions dispose peut-être de juste 250 actions. C'est-à-dire 250 actions et l'unité à... Le nombre est inférieur à la demande. Tout à fait. Or, s'il avait consulté le carnet d'ordre, il aurait peut-être vu quelqu'un qui a proposé quelqu'un qui dispose effectivement des 1000 actions dont il dispose. Parce que celui... Et qui les vend peut-être à moindre coût. Voilà, ou peut-être plus, mais le problème, en fait, c'est-à-dire, lorsqu'il a passé l'ordre comme ça, au hasard, la personne qui veut lui vendre les actions n'a pas en réalité la quantité suffisante. Et donc là, l'ordre sera exécuté de façon fractionnée. On va lui vendre juste la quantité dont dispose. En attendant de trouver le reste ailleurs. Tout à fait, et ça devient un peu compliqué. Alors, Madame Soléat, vous avez dit qu'il faut avoir à consulter le carnet d'ordre avant de lancer les ordres. Mais ce carnet d'ordre, il se trouve où? Où est-ce qu'on le consulte? Le carnet, en fait, c'est en ligne. C'est en ligne et lorsque vous utilisez un logiciel, le courtier a l'obligation de mettre à votre disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les analyses financières. Et ça fait partie, comment dit-on, des outils que le courtier met à votre disposition. Donc, il y a un onglet où il faut cliquer et cela s'affiche, cela montre la profondeur du marché, les différents prix sont affichés, les heures des échanges, et vous pouvez lire, étudier, analyser. Donc, dès qu'on ouvre un compte chez un courtier, on a à sa disposition ce carnet d'ordre auquel on peut accéder à tout moment. Tout à fait. Mais il existe une petite contrainte en Afrique. L'Internet? Non, pas l'Internet, mais il faut dire que les brokers que nous avons en Afrique, les brokers qui sont en partenariat avec la SGI, ils n'ont pas encore la possibilité de mettre à notre disposition le carnet d'ordre. Pourquoi? Bon, il faut dire qu'on est un peu en recul par rapport à l'évolution de la technologie. Cela limite alors nos actions là? Tout à fait, mais il se base aussi sur autre chose qu'on appelle l'analyse fondamentale et cela marche bien. Et je vais donner peut-être l'exemple des aveugles. Les aveugles développent un autre sens et donc sur la base des analyses fondamentales, ils arrivent quand même aussi à effectuer des opérations sur le marché boursier et cela se passe très bien. Alors, ça veut dire que le carnet d'ordre, c'est un outil indispensable dont on ne peut pas se passer dans ce milieu? Tout à fait, pour pouvoir bien se positionner et ne pas passer des ordres à l'aveugle. Au hasard. Oui, merci beaucoup, Madame Soléat Doro-Pendou, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou, au Bénin. Oui. Vous restez avec nous. Juste après ceci, nous allons nous retrouver pour analyser quelques tendances du jour. Alors, Madame Doro-Pendou, quelles sont les tendances que vous avez décidé d'interpréter aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous propose le FTSE-NSE. C'est l'indice phare de la place boursière du Kenya. Du Kenya. Voilà, tout à fait. Et nous avons 232,16 avec une variation positive de plus 1,11%. Et il faut dire que cette performance-là est soutenue par la performance positive de Sassini, une entreprise qui opère dans le secteur des biens de consommation et qui a à plus 9,12% aujourd'hui. Nous avons aussi Kenya Power qui distribue et vend de l'électricité à des clients dans tout le Kenya et qui a à plus 6,19% aujourd'hui. Et je vous propose de faire un tour en Europe. Nous allons parler du CAC 40. Et donc, nous avons 4802,15 avec une variation de plus 1,01%. Et cette hausse-là s'explique par rapport à l'optimisme des investisseurs qui ont l'espoir d'un accord atteint et ses créanciers et aussi en attendant le compte rendu de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale.
Alors, on peut dire que les amis téléspectateurs ont de la chance aujourd'hui, hein, et s'ils ont envie d'investir, c'est peut-être le moment de s'y jeter, oui, puisque toutes ces tendances sont positives aujourd'hui. Donc, le Kenya et le CAC 40, le premier plus 1,11% et le deuxième 1,01%. Merci beaucoup, Madame Douro Pendou Soleat. Alors, pour conclure cet entretien. Bon, je dirais... effectivement, le conflit entre la Grèce et ses créanciers est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur les finances. Mais je dirais aux investisseurs de garder l'optimisme et d'observer le marché afin de pouvoir se positionner. Tout en restant prudent quand même. Voilà, tout en restant prudent quand même. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour tous ces conseils aussi, hein. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. À demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste du monde. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro. Vous êtes toujours sur Sika TV. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la troisième partie de Sika Infomag, votre magazine consacré au décryptage des faits marquants de l'actualité dans le monde entier sur le continent africain. Notre débat du jour porte sur la position du président Kabila qui a marqué dimanche dernier son opposition à l'aide de l'ONU dans le cadre de la lutte contre les rebelles Hutus des FDLR. La suite du débat, ce sera juste après ce flash d'informations que je vous propose de suivre. En Haïti, le carnaval de Port-au-Prince a été endeuillé dans la nuit du lundi à mardi par la mort de 16 personnes électrocutées par un câble électrique au passage d'un char du défilé. Plusieurs milliers de personnes, dont le président Michel Martelly, ont pris la tête d'un défilé silencieux pour rendre hommage aux victimes. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a dans une nouvelle vidéo promis d'empêcher la tenue des élections du 28 mars. Pendant ce temps, 2 attentats suicides dans le nord-est du pays ont fait une quarantaine de morts. Cette nouvelle vidéo a été diffusée sur Twitter, signe du changement de tactique dans la communication de Boko Haram. Pendant ce temps, au Niger, des milliers de personnes ont manifesté ce mardi contre Boko Haram, dont les assauts ne semblent pas faiblir malgré la mobilisation régionale. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram, a déclaré le président Mahamadou Issoufou devant les manifestants. L'opposition nigérienne n'a pas participé à cette marche. Que cache le nom de Joseph Kabila à la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les rebelles Hutus? C'est l'interrogation au cœur de notre décryptage du jour. Sur ce plateau, j'ai toujours le professeur de droit international, le professeur agrégé de droit international, Madame Yamou Dandi, et mon collègue Joël Yetonji, journaliste à Sika TV. Merci de nous rejoindre pour la suite du débat que nous allons relancer juste après ce générique. De retour donc sur le plateau de Sika Infomag, le dimanche 15 février dernier, coup de tonnerre à Kinshasa. La République démocratique du Congo a annoncé qu'elle renonçait à l'aide des Nations Unies dans son offensive annoncée contre les rebelles Hutus rwandais dans l'est du pays. Après que l'ONU eut indiqué avoir cessé son soutien à cette opération, l'annonce a été faite par le président Joseph Kabila en personne lors d'une réunion avec les ambassadeurs de plusieurs pays en RDC et le chef de la MONUSCO. Ma première question s'adresse à vous, Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision du président Kabila cache son intention réelle de se maintenir au pouvoir? C'est une hypothèse à ne pas balayer du revers de main. C'est bien possible qu'il soit en train de loyer de ce côté-là, parce qu'officiellement, on n'a pas encore entendu l'homme se présenter vertement et renoncer à un autre mandat à la tête du pays. Mais ceci étant, je dis qu'il faut statuer, tout au moins, lui accorder donc le bénéfice du doute et savoir statuer sur les faits, apprécier les faits. On a vu qu'il a mené des tentatives, il a eu des tentatives de révision des tests fondamentaux. Je dis ça aussi, c'est un fait. Et je dis une fois encore, c'est possible qu'il en ait vraiment l'intention de se maintenir au pouvoir, l'intention donc de profiter de cette situation conflictuelle. Je veux le nommer ici, le bras de fer désormais entre la MONUSCO et la RD, le gouvernement plus précisément. Ça peut bien être le cas. Mais fondamentalement, nous avons l'obligation, je pense, de regarder de plus près la situation et les aveux, les déclarations du chef de l'État. Et donc là-dessus, je pense qu'on peut vraiment lui accorder le bénéfice du doute.
c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a des généraux qui ont failli à leur mission. Oui, la MONUSCO, de bon droit, peut affirmer ce qui a été affirmé là. Mais je dis, pour une situation aussi sérieuse, pour une cause aussi noble qu'on veut vraiment défendre, ce n'est pas sur les plateaux de chaînes de télévision la façon dont ça se mêle là que ça va se mener. Non. Et je dis, puis non, entre autorités, qu'on s'assied, qu'on règle le problème. La MONUSCO, je ne comprends pas, qu'en somme, l'autorité, l'homme a parlé de souveraineté. Et je dis, je suis d'accord avec lui. On a l'impression que la MONUSCO est plutôt l'État et que Kabila et son gouvernement sont là en hôte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à la MONUSCO, je comprends ce discours, d'intimer l'ordre au gouvernement de sauter les généraux fautifs, encore qu'on n'a pas encore établi la preuve de leur culpabilité. Alors, qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on fasse des propositions. Et si le gouvernement estime que les généraux, on ne peut pas les relever de cette façon-là, on essaiera de trouver un modus vivendi. Oui, mais cette force... Il n'y a pas eu des tentatives de si la MONUSCO, jusqu'à preuve de contraire, pour les communiquer, la communication à outrance qui a entouré ce dossier, je dis pour la cause, on n'avait pas besoin de tant de communication, non. Mais on ne comprend pas que la MONUSCO ait décidé d'aller jusque-là, d'aller très loin dans ce dossier, en communiquant comme ça a été fait, à tout va. Par la suite, on ne nous a pas certifié ce qu'on reproche exactement aux généraux. On peut le faire. Si l'affaire, c'était un linge sale qu'on ne pouvait pas vraiment laver à l'interne, il fallait expliquer fondamentalement ce qu'on reproche à ces généraux. Là, je reprends les mots du porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende. Je dis, c'est légitime que Joseph Kabila se batte tout au moins pour la souveraineté. Sa légitimité, il reste un chef d'État, avant tout. Nous allons évoluer dans ce débat. Professeur Niamou Dandi, dans ces genres de situations et au regard du droit international, quelle pourra être la position des Nations Unies au cas où la RDC basculera à nouveau dans des violences? Alors, la position des Nations Unies est claire. D'abord, la MONUSCO, ce sont les Nations Unies. C'est une mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Et donc, dans ce cas-là, l'État n'a rien à imposer. C'est bien de l'image de la MONUSCO qu'il s'agit. Donc, on n'est pas sur le terrain de la souveraineté. Mais si ça bascule, si on bascule dans une situation de violence telle que ça puisse dégénérer pour la paix dans la région, des Grands Lacs, l'Organisation des Nations Unies a le droit, au titre du chapitre 7 de la Charte, d'imposer la mise en place d'opérations pour ramener la paix dans le territoire. Dans ce cas-là, la souveraineté de cet État-là. La souveraineté ici n'est pas mise en cause, puisque l'État RDC a choisi librement d'adhérer à la Charte des Nations Unies. Oui, mais tant qu'il y a un président, est-ce que la MONUSCO peut intervenir? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. La RDC a choisi d'être membre de l'Organisation des Nations Unies et la Charte des Nations Unies est précise là-dessus. S'il y a un acte, s'il y a une situation qui peut dégénérer, qui peut avoir des incidences sur la paix et la sécurité internationale, alors le Conseil de sécurité des Nations Unies prend des mesures et les États sont tenus de les appliquer, de les accepter. Oui, mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est seulement dans certains pays africains que les Nations Unies ou la communauté internationale estiment qu'il est nécessaire d'intervenir? On a la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies ne disent encore rien, concrètement. On a la situation de Boko Haram, ils ne disent rien. Mais pourquoi c'est seulement en Afrique que les pays africains, les présidents africains se retrouvent souvent en conflit avec les institutions internationales? C'est d'abord en Afrique qu'on a la plupart des conflits. Et la mission de l'Organisation des Nations Unies, c'est d'intervenir justement en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. D'intervenir là où il y a des présidents légitime. Oui, il n'y a pas... Le fait qu'il y ait un président légitime n'empêche en rien l'intervention de l'Organisation des Nations Unies. Elle intervient sur deux plans. Soit elle attend que ce soit l'État qui lui demande d'intervenir. Ça a été le cas pour la RDC, pour la mise en place de la MONUC, de la MONUSCO. Ça a été le cas pour le Mali. Et vous parlez de Boko Haram. L'Organisation des Nations Unies s'est intéressée du problème de Boko Haram. Et ce sont les États qui ont décidé qu'ils allaient régler ça d'abord à leur niveau. Et
Si l'organisation... L'Afrique est menacée aujourd'hui. Non, mais si l'organisation, elle intervient. Il y a eu des conférences avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, justement pour trouver les voies et moyens de régler le problème du terrorisme en Afrique et dans le monde. Donc, on ne se départit pas. La question se pose et elle est visible quand la situation dégénère. Et malheureusement, la situation dégénère souvent dans notre continent. Ceci dit, je vous signale que l'organisation est intervenue de façon dure vis-à-vis d'Israël quand il y a eu la construction du mur. Donc elle n'est pas restée passive. La Russie aussi est devant la communauté internationale, même si au niveau de l'Organisation des Nations Unies, on reste un peu prudent, parce que la Russie a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies et que c'est ce Conseil de sécurité qui peut en imposer. Donc, si vous n'avez pas de droit de veto au Conseil de sécurité, vous pouvez être traité comme un enfant malheureux. Mais bien sûr, parce que l'organisation... subit aujourd'hui un dictat de la communauté internationale. L'organisation est fondée sur l'entente des 5 grands, donc des 5 membres détenteurs du droit de veto. Et pour que ça change, il faut qu'on modifie la charte des Nations Unies que nous, les États africains, nous avons acceptée librement. Joël Yetonji, est-ce que vous êtes de cet avis, les chefs d'État africains ont l'impression que le droit international est plus sévère envers les pays africains qu'envers les pays occidentaux? Est-ce que c'est votre avis? Vous avez parlé en termes d'impression, c'est vrai, c'est l'impression qu'on a. Mais quand on écoute en face de moi, j'ai un professeur de droit international et s'il vous plaît, un professeur agrégé. Donc, c'est ce dont elle parle. Et donc là-dessus, je dis, le problème fondamental pour les Africains, c'est de savoir prendre du recul, surtout les États africains, de savoir prendre du recul et savoir ce qu'ils signent. Vous voyez, c'est dommage pour cette Afrique-là. Récemment, dans l'un de ces pays que je vois nommer, il y a de ces chefs qui, pour ne pas dire un chef, qui ouvertement a dit avoir signé un papier pendant qu'il était au champ, ou des histoires comme ça. Vous voyez, le problème de la responsabilité. Ce n'est pas possible. Lorsque vous voulez apposer votre signature, c'est un papier, un geste qui vous lie à vie. Ce que je veux dire, le développement, c'est vrai, et c'est ce que je veux dire. On doit savoir prendre du recul, apprécier ce qu'on signe. Ce n'est pas possible. Pensez-vous qu'aujourd'hui, que cette communauté internationale peut quelque chose sans cette Afrique? L'avenir du monde passe par l'Afrique, on le sait. Et ces foyers de tension, ce qu'on ne veut pas reconnaître, ces foyers de tension sont attisés de part et d'autre. Le professeur ne pourra pas faire certainement cette confession. Mais voyez de très près ce qui se passe aujourd'hui. Vous pensez que les Africains sont suffisamment cons pour eux-mêmes décider de s'auto-détruire, mais on a tout l'air et on communique abondamment. Dans ce sens, pour faire croire que c'est ce qui se prépare. Tristement célèbre la Libye. Ce qui s'est passé en Libye, on continue de chanter. On aide les Africains à porter cette voix, à chanter ce refrain, que ce sont les Libyens qui ont mis le chaos en Libye. Je dis, c'est dommage et c'est triste, je ne comprends pas. Et ça, je ne comprends pas que l'ONU, avec tout cet arsenal juridique et autres, n'est pas suffisamment intervenu. Moi, je suis resté sur ma soif pour voir ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Comment va-t-on pouvoir ramener le calme, la quiétude dans ce pays? Vous avez parlé de Boko Haram. Oui, on a vu, comme l'a dit le professeur, on a senti la présence de l'ONU. Mais c'est une présence... ça ressemble un peu à du saupoudrage. Oui. Si on veut vraiment agir, qu'on agisse. Et fondamentalement, les chefs d'État, par rapport au problème qui se pose, pour revenir à la RDC, non, il y a un problème de souveraineté. Mais si vous devez aller signer un test qui vous enlève votre souveraineté, parce que du développement fait, à des moments donnés, l'ONU peut siéger et statuer de quand il y a problème dans le pays et décider d'intervenir. Et c'est tout le drame, sans que vous n'ayez mot. Vous voyez? C'est la catastrophe. Quand j'ai suivi le président Kabila, je dis une fois encore, je suis d'accord avec lui. Je ne parle pas de ce qu'il faut plébisciter l'homme à la tête du pays. Mais je dis, il a souligné un aspect très important, et ça a tout l'air, qu'il y a de ces ambassadeurs qui se comportent comme des officines de l'opposition. L'opposition doit jouer son rôle. On n'a pas besoin d'ambassadeurs pour amplifier la situation qu'un pays vit dans. C'est un fait. Mais c'est triste que ça se porte de cette façon-là. Et quand on se met dans la peau du chef d'État, Kabila, on comprend un peu sa frustration. Ça lui vient de partout, ça lui tombe dessus. Mais il faut qu'il réagisse et dise quand même, je suis là, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce qu'on aille aux urnes. Je reste le chef.
Je pense que c'est ce qu'il a fait. On a vu un homme suffisamment poli dans son intervention, mais en faisant des mises au point qu'un bon chef doit pouvoir faire. Dernier round donc dans cette discussion, professeur, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sera le bol que les pays africains ont voulu créer au niveau de l'Union africaine en mettant à la tête un certain Robert Mugabe? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on était dans un principe de rotation. Et la rotation arrivait pour l'Afrique australe. Donc, oui, mais le problème de cette guerre à peine voilée entre les pays africains, les présidents africains et les institutions internationales, elle est visible. Pour moi, c'est regrettable parce que ça donne un signal qui n'est pas bon pour les jeunes, pour la place des jeunes, du changement démocratique. Hein, un chef qui est là depuis longtemps, qui ne veut pas bouger, qu'on met à la tête de l'État. Et ça donne un signal purement négatif parce que si vous voyez le bilan de Mugabe, ces 10 premières années au pouvoir ont été fantastiques. Comme quoi, 10 ans après, il faut partir. Mais pour le reste, c'est une catastrophe. Donc, il n'avait pas fini de redresser. Oui, bon, mais on peut constater que pendant 10 ans, on fait de belles choses et après, c'est complètement mauvais. Donc, ce n'est pas cette réaction des chefs d'État pour avoir choisi, même si ça venait sur cette partie du continent Mugabe, est un mauvais signal, mais que la communauté internationale a pris comme étant le choix des États africains. Et c'est pour ça que Mugabe aura le droit, en tant que président de l'Union africaine, de siéger dans toutes les instances. Vous voyez, la communauté internationale ne nous en impose pas. Elle dit, vous avez choisi Mugabe très bien dans ses fonctions de chef de la présidence de l'Union africaine. Il aura le droit d'aller partout. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Professeur, vous avez certainement votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que j'espère que ce grand pays qu'est la RDC retrouvera la paix et que surtout les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les États africains ne seront pas perçues comme des relations de dominant à dominé, que nous mettrons un peu plus de sérieux dans les conventions, dans les actes que nous prenons pour la gestion de l'État. Joël Yetonji, votre mot de fin en guise de conclusion. Je pense 10 000, plus une dizaine de milliers, hein, je pense, de membres au sein des FDLR, 1 millier aujourd'hui. Je pense que c'est faisable, que les FARC arrivent à bout des FDLR. Mais comme on dit chez nous, trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Donc j'espère simplement que et la MONUSCO et le gouvernement congolais parviendront à trouver un terrain d'entente pour aller ensemble au front. Ce serait vraiment pour le bonheur de toute l'Afrique. Mais ceci étant, aller aussi au dialogue, une négociation avec les FDLR, ce n'est pas exclu. Parce qu'ils ont pris le temps de sympathiser, de créer, de fraterniser, même avec des hauts gradés de l'armée, ce n'est pas exclu. Donc il faut loyer aussi de ce côté-là. Merci Joël Yetonji, merci professeur Niamou Dandi. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit international. Madame, monsieur, ce sera tout pour Sika Info Mag. Mais avant de partir, je vous invite à suivre ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Info Mag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Info Mag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Sika Info Mag, votre rendez-vous quotidien du décryptage de l'actualité sur Sika TV. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro.